Ouvrir un livre de vous, Christian Bobin, c'est partir dans la nuit, c'est voyager en poésie, c'est tout d'un coup comprendre ce que ça veut dire le frôlement d'un oiseau ou marcher dans la nuit. À partir de quand vous avez compris que vous étiez capable d'écrire? Très jeune? Je pourrais dire très, très jeune dans un sens. C'est à partir du... J'ai compris que j'étais capable d'écrire à partir du moment où j'ai compris que je n'étais pas capable de vivre. De vivre, j'entends, dans le plein jour du monde, avec une activité normale, et d'avoir des paroles qui ne touchaient rien de vivant. Je ne pouvais pas ça. Et donc, l'écriture, elle est venue en secours. Elle est venue, on pourrait presque dire comme un ange. Elle est venue à mon secours. À quel âge exactement? Bien sûr, dans l'adolescence. En vérité, elle est venue sous un autre visage, celui de la lecture d'abord, parce que je ne sépare pas vraiment les deux choses. D'abord, les livres ont été un premier secours porté. Quel milieu social? Assez simple, modeste. Ma mère a travaillé aux usines pendant une quinzaine d'années, aux grandes usines Schneider qui possédaient toute la ville. C'est ce qu'on appelait le capitalisme industriel, le paternalisme. Et puis, elle a dû quitter son travail avec joie quand elle s'est mariée parce qu'il était interdit aux femmes qui se mariaient de travailler à l'usine à cette époque. Et mon père a commencé à travailler comme ouvrier et puis, peu à peu, s'est élevé, si je puis dire, et est devenu enseignant de dessin technique. Et les livres étaient dans la maison? Oui, les livres étaient dans la maison, oui. Oui. Le mieux que je sache de ma mère, c'est une jeune femme qui, dans la tourmente de sa propre vie, ouvre un livre et le regarde battre des ailes. Et le mieux que je sache de mon père, c'est une parole adorable qu'il a eue quand j'avais à peu près 20 ans, 21 ans. Je commençais d'écrire de mauvaises choses et c'était invraisemblable que ça m'amène, que je puisse en vivre un jour. Je ne le pensais pas, mais j'y donnais tout mon cœur. Et un jour, mon père, qui pourtant connaissait l'usine, connaissait le travail, en regard desquels les livres sont peut-être inutiles, pourraient paraître oisifs, mais un jour, à table, m'a dit « Mais reprends un petit peu de nourriture parce que ton travail te prend beaucoup de force. » Et ce qu'il désignait comme ça, étrangement, très joliment, c'était écrire. Lui qui n'a jamais écrit une seule ligne. Donc, l'écriture sous sa double forme de livres lus et de pages remplies, l'écriture a habité dans le logement où on était. Le premier livre paru de vous, c'était La part manquante. Quelle a été l'importance de la poésie avant la prédisposition pour l'écriture? Elle est venue petit à petit, la poésie. Aujourd'hui, De manière concomitante avec la littérature? Oui, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être uniquement aujourd'hui, depuis quelques années, je pourrais presque dire depuis quelques mois, que j'arrive à la regarder dans les yeux. Et parce que elle est aussi dure à fixer que le soleil, si vous voulez. C'est la vie la plus haute, la poésie. J'ai compris peu à peu, mais j'ai mis du temps, que la poésie n'était pas un genre littéraire, que c'était la plus haute vie, voire peut-être la seule. Si nous sommes faits de langage, alors la fleur de ce langage, la pointe brûlante de ce langage, c'est ce qu'on appelle la poésie. Elle n'est pas nécessairement toujours écrite, elle n'est pas nécessairement toujours dans un livre. C'est la trace de feu du vivant, la poésie. C'est juste qu'au fond, je commence à comprendre maintenant ce que j'ai cherché tout le temps, la trace de feu du vivant. Emily Dickinson, c'est à qui vous avez consacré un ouvrage qui s'intitule La Dame Blanche. Elle, c'est la quintessence de la poésie. Ah oui, c'est la reine. Pourquoi? Parce que dans cet autre monde, qui est le seul monde réel, et concret même, j'insiste, les valeurs sont renversées. La reine, c'est celle qui n'a plus rien. La reine, c'est celle qui n'a plus comme espace qu'une toute petite chambre dans la maison de son père, ce qui était le cas d'Emily Dickinson. La reine, c'est l'intouchable, par essence. Et on sait que le retrait de cette sauvageonne a été tellement puissant que
elle est passée de la ville au jardin de son père. Du jardin de son père, elle est montée dans sa chambre. Dans la fin de sa vie, elle ne descendait plus de sa chambre, à tel point que le médecin qui venait s'enquérir de sa santé et qui venait établir un diagnostic, ordre lui a été fait par Émilie de rester sur le seuil de la chambre et de faire son diagnostic à distance. C'est l'intouchable, c'est celle qui est retirée, et c'est une des plus grandes travailleuses qui soit, Emily Dickinson, parce que dans ce retrait, elle a commencé à recueillir toutes les étoiles qui tombent sans arrêt du ciel. Dans la paume dans sa paume de papier, elle a recueilli toutes les étoiles qui tombent du ciel. Nous allons écouter Madeleine Renaud qui va lire un poème d'Emily Dickinson. Pour faire une prairie, c'est une archive du mois d'août 1958. Pour faire une prairie, il faut un trèfle et une abeille. Un trèfle et une abeille, et puis la rêverie. Mais la rêverie peut suffire aussi, si les abeilles sont trop peu. Nous venons d'entendre ce court extrait d'Emily Dickinson, et effectivement, dans votre ouvrage La Dame Blanche, vous restituez la vie d'Emily Dickinson, pas du tout comme une biographie, mais plutôt comme une approche vers une âme sœur que vous ressuscitez dans ses émois, ses sentiments, ses sensations, les paysages qu'elle peut découvrir, sur lesquels elle peut méditer. Quelle est votre méthode pour vous mettre en empathie à ce point avec l'âme d'Emily Dickinson, Christian Bobin? C'est assez simple, il suffit de s'exercer à rentrer à l'intérieur d'une clochette de muguet. Voyez. C'est très simple, en effet. Je veux dire que la médiation, ce sont les choses brutalisées par nos vies, ce sont les choses infimes et parfois infirmes auxquelles on ne prête plus attention. Ce sont les choses mauvaisement renommées petites. Voyez, là, devant ce micro, tout à l'heure, juste avant que l'émission commence, je regardais, il y a un verre de plastique transparent, donc, légèrement évasé, et puis je regardais 2-3 taches de lumière dans l'eau. Et ces choses-là, muettes, attendent que nous parlions en leur nom, attendent que nos paroles délivrent la parole captive en elles. C'est par l'intermédiaire de la nature, de mon amour de la nature, de mon amour des poèmes, c'est par l'intermédiaire de je ne sais quoi, de silencieux en moi, que j'ai essayé de rejoindre, que je suis arrivé à la porte d'Emily Dickinson pour parler d'elle. Voyez ? Parce que moi, je pense que quand je dis je pense, je ne vais pas vous emmener dans l'impasse triste d'une opinion, parce que c'est rien les opinions. Ça n'a pas d'incidence sur nos vies. Je sens que les séparations ordinaires dans lesquelles on veut nous mettre n'existent pas, et que les morts sont mêlés aux vivants, et que hier est mêlé à aujourd'hui. Une des phrases qui me bouleverse le plus, qui me fait sourire en même temps, de Jean Grosjean, que j'aime profondément, c'est la suivante, que tout le monde comprendra. Le passé est imprévisible. Et je pense que si vous avez cette sensation que vous n'avez abandonné personne, que personne au fond ne vous a abandonné, que ceux qui ne sont plus là sont quand même encore mêlés à nos affaires, que ceux qui sont là sont parfois étrangement absents, si vous commencez à avancer dans ce fin réseau comme ça qu'est la vie, vous arrivez tôt ou tard dans le village d'Emily Dickinson. Tôt ou tard. Vous écrivez à propos d'Emily Dickinson, « La vie d'Emily a été spectaculairement invisible. Tous les spectacles meurent dans l'ennui qu'ils croyaient exorciser. Le seul qui ne peut lasser est celui d'un cœur si pur qu'une abeille le traverse comme une balle et que rien du monde n'y entre. » Voilà. Et je trouve que l'ensemble de votre parcours, Christian Bobin, les ouvrages, le contenu des ouvrages, les titres des ouvrages, vous conduisent et nous conduisent, à nous lecteurs, vers l'invisibilité, la tentative de décrire l'invisibilité. Oui, c'est ça, le non spectaculaire. Oui. Déjà dans le très bas, il y a longtemps, c'était déjà ça. C'est ça.
Donc C'est ça. comment on se met en empathie avec le monde pour essayer de décrire ce qui ne se voit pas? Mais écoutez, je crois que c'est la vertu des enfants. Je ne dis pas que je suis un enfant, mais il y a un enfant en moi. On est plusieurs habitants dans mon crâne. Et il y a un enfant en moi. Et je pense que euh, ça, c'est une expérience commune que chacun de nous peut faire. Les enfants qui ne possèdent pas, qui sont loin de posséder toute la maîtrise de la langue, de la parole, euh, compensent, de même que les voyants, les non-voyants, les aveugles, dit-on, ont une audition, entendent merveilleusement, ont une oreille en or. Eh bien, les enfants, comme ils n'ont pas la maîtrise vraiment du langage, se débrouillent pour percevoir les ambiances parce qu'ils savent que la vérité est une ambiance. Et on ne peut pas leur mentir. Jusqu'à un certain âge, on ne peut pas mentir à un enfant. Et je crois qu'on peut retrouver cette capacité de sentir quelque chose. Ce sont les mots, en vérité, qui rendent invisible, qui rendent, si je puis dire, qui rendent invisible l'invisible. Ce sont les mots qui nous empêchent de voir, et ce sont les mots ce sont d'autres mots qui vont nous faire voir. C'est par le langage, c'est par une parole. Je vais vous donner un exemple. Terrible. C'est une parole de Robert Antelme, que vous connaissez évidemment, que ceux qui nous écoutent connaissent, l'auteur de l'espèce humaine. Et je le cite parce que c'est quelqu'un qui a payé pour parler. Il a donc été retrouvé in extremis dans un camp de concentration. Quelques années passent. Il est en France, il est sur un trottoir parisien. La parole que je vais vous dire a été recueillie par un de ses amis dans un journal, au mot près. Et on est en 51, je crois. C'est-à-dire à peu près, on va dire 6 ans à peu près, la fin apparente des camps, la clôture apparente des camps. Et Robert Antelme, presque rêveusement, dit à son ami « Je ne vois aucune différence entre le monde et un camp de concentration. » Un peu plus tard, il ajoute, deuxième parole, « Quitter une femme parce qu'elle vieillit et qu'elle est moche, c'est du nazisme. » Je suis... on parlait de poésie tout à l'heure. À la lettre, ces paroles ne sont pas de la poésie. En vérité, elles le sont si on entend par poésie un pied de biche mis dans la porte du temps pour la forcer. Quelque chose qui nous fait entrer dans autre chose et qui ne nous laisse pas intacts. Et c'est ce genre de paroles que je recherche, c'est ce genre de vie que je recherche, qui ne demande pas d'explication au fond. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent là ont compris immédiatement ce que Robert Antelme disait et que je suis heureux d'avoir découvert dans un livre parce que je pense que personne ne l'avait relevé. Peut-être que c'est presque inassimilable, cette parole. Surtout que celui qui l'a proférée a payé pour ça. Lancer des pierres dans les fossés et capturer ce que j'appelais les papillons de Dieu, une belle phrase dans un livre, un sourire sur un visage, une tache de soleil sur un mur, voilà qui était autrement plus sérieux, accordé à mon humeur de ces jours. C'est ce que vous écrivez dans un fragment de La présence pure, Christian Bobin. Comment choisissez-vous les mots? Et quels sont ces papillons de Dieu? J'essaye juste... C'est l'inspiration? Oui, on peut dire ça comme ça, mais on n'aurait pas assez dit en employant ce mot. On aurait juste... comment dire ça? Je comprends très bien, ça ne vaut pas évidemment comparaison, mais je comprends de plus en plus les ciels déments de Van Gogh. Je comprends cette sorte de cascade d'étoiles comme ça. Je crois que ce qu'il a vu, c'est ce qui est. Ça n'était pas un effet d'une maladie ou d'une hallucination. Je pense qu'à certains moments, il y a quelque chose comme de l'infini qui nous arrive en rafale. Quand on tombe amoureux, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je crois que l'écriture est un bouclier, en fait. Parce que là, il y a une telle densité qui arrive qu'il faut trouver des mots. Il faut trouver des mots pour contenir quelque chose qui est d'une puissance, mais incroyable, d'ouragan, si vous voulez. Pour le contenir et le transmettre. Je choisis mes mots pour ça.
c'est un peu présomptueux de dire je choisis. J'écris sous une sorte d'impulsion, de poussée. Ensuite, il y a un travail nécessaire. Mais la première chose, c'est comme une perte. C'est comme une ouverture de veine, si vous voulez. Et il y a le sang qui gicle. Après, il faut raisonner ce jaillissement. Il faut l'ordonner. Il faut que ce soit fraternel, c'est-à-dire ouvert au lecteur. Il faut que ce qui me tue vous tue aussi, à votre tour. Là, j'entends ce qui nous tue tous les deux, c'est ce qui, évidemment, je veux dire par là, c'est ce qui nous ferait vivre, c'est ce qui aurait chance un peu, peut-être, de nous faire vivre, quelques secondes. Je ne choisis pas vraiment, j'essaye juste de transmettre du feu avec du froid. Comment choisissez-vous la forme? Parce qu'à l'intérieur de vos livres, il y a aussi bien du fragment, du discontinu, jamais de récit, mais il y a quand même des textes qui sont plus unitaires que d'autres. Et vous nous emmenez dans une sorte de barque de sensations. Donc la forme est-elle prioritaire ou est-ce que c'est justement le flux de mots qui vous vient à l'esprit qui va faire en sorte que la forme va être trouvée ensuite? Je dirais que, si vous permettez, parce que c'est toujours bon, je crois, de parler des choses psychiques ou spirituelles en termes très concrets, très matériels. Je dirais que je tricote. Je pense que l'écriture, c'est un travail d'aiguille et d'aiguillage. Je note d'abord ce qui advient, ce qui arrive, et puis parfois ça renvoie à autre chose. Il y a un cousinage qui se fait, si vous voulez. Un des livres que je préfère, je vais être très banal en la matière, ce sont les essais de Montaigne. C'est une promenade sur les remparts de la vie. Vous parlez et vous essayez de parler avec amitié, de ceci, de cela. Mais vous nous parlez voilà. à l'oreille. Et on a envie de lire à haute voix vos textes. Oui. C'est délibéré? Non, c'est très très gentil ce que vous dites là, mais non, c'est pas délibéré, non, c'est pas délibéré. Il y a tellement de gens que j'aime et qui sont là. Je peux faire venir une morte qui est tout sauf morte d'ailleurs, comme Marceline des Bords de Valmore. Je pense à elle il y a pas longtemps. J'ai ouvert un de ses livres qui m'a donné un abri en plein milieu d'une gare venteuse. Et c'était un poème d'elle, de Marceline des Bords de Valmore, qui s'appelait Jour d'été. Et comment dire, je pensais à ces gens de cette époque et je me suis dit, j'ai pensé qu'au fond, certains de ces gens du 19e siècle, pas tous, mais quelques-uns, parlaient si bas que je les entendais très clairement aujourd'hui. C'est parce qu'ils parlaient bas que je les entendais très clairement, comme s'ils étaient l'âme de mon âme. Et c'est bizarre à dire, mais Marceline des Bords de Valmore a pris le train avec moi à la gare du Nord. Vous voyez, il y a cette présence continuelle de ceux qui ne sont pas là. C'est très curieux, ces choses. Nous sommes des gens tous très curieux. Comment choisissez-vous vos lectures? Par exemple, Marceline des Bords de Valmore, pourquoi vous l'aviez emportée pour prendre le train? Je dois beaucoup et beaucoup plus que je ne saurais jamais dire à quelqu'un que vous avez reçu, qui s'appelle Lily Datas. Marceline des Bords de Valmore, c'est une lecture elle m'avait montré comme ça, de son doigt, si je puis dire, angélique. Elle m'avait dit, tiens, là, il y a quelque chose peut-être pour toi. Et mes lectures, je les choisis pour un voyage, par exemple. Mais au fond, je n'aurais pas de voyager, même si je ne bouge pas de la journée de chez moi. Mais donc, pour un voyage mobile ou immobile, c'est ma main qui va décider. C'est-à-dire, ma main glisse le long de la bibliothèque et voilà, elle volette comme un oiseau, si vous voulez, qui essaye de remonter un mur. Je prends un livre aimé. Il n'y a pratiquement que des livres aimés, ce qui est normal dans mes entours, dans la petite chambre où j'écris. Et puis, je sais pas, c'est un besoin du jour, une humeur du jour, une étoile comme ça. J'ai qu'à me féliciter d'avoir fait ce voyage avec Marceline des Bords de Valmore.
Vous savez, si je peux en parler juste une minute d'elle, c'est que j'ai vu une chose aussi, je peux le prouver, c'est que Rimbaud l'a pillée, mais magnifiquement, évidemment, magnifiquement. Il l'admirait, on le sait. Il la connaissait, elle a écrit avant lui. Il l'admirait comme Baudelaire l'ont admiré, comme Victor Hugo l'ont admiré. C'est drôle parce que l'admiration de tous ces gens n'a pas suffi à la faire sortir d'un imaginaire qu'on en a parfois de mièvrerie ou de douceur, peut-être un peu non utile. En vérité, elle est ardente, elle est brûlante, elle est violente, elle a des roses magnifiques. Il y a une couleur rose dans sa voix qui est magnifique. On sait que le rose était la couleur préférée, la couleur agissante chez Rimbaud, mais c'est certain qu'il lui a beaucoup, beaucoup emprunté. J'ai retrouvé l'expression « les vieux remparts » dans ce seul poème, et je pourrais multiplier les exemples. Dans « Jour d'été », j'ai retrouvé l'expression « les vieux remparts », on sait ce qu'elle devient chez Rimbaud. La savante étude, je l'ai retrouvée dans ce poème, et ainsi de suite. Mais le voleur est tellement beau. Dans l'un de vos derniers ouvrages, L'Homme Joie, vous écrivez ceci. « J'ai lu plus de livres qu'un alcoolique boit de bouteilles. Je ne peux m'éloigner d'eux plus d'un jour. Leurs lenteurs ont des manières de guérisseurs. J'ai passé des étés dans leur chapelle fraîche, taillée dans la falaise crayeuse d'un beau silence. Le poète qui a repeint les appartements du paradis et de l'enfer, je sors ces livres du buffet où ils prennent une teinte d'icône. J'ouvre la vie nouvelle au hasard et délivre 2 enfants dont j'époussette le costume avant de les laisser courir dans la lumière. » On a l'impression que les livres sont vraiment des compagnons vivants. Ah oui. Moi, je les sens vivants. Oui. Et quand la lecture est pour moi une des expériences de vie les plus profondes qui soient. Et la traversée de Dante? Ça, c'est magnifique et éprouvant. Magnifique et éprouvant. Les livres, en vérité, sont éprouvants. Ce sont des épreuves. Ou alors ce sont des distractions, mais c'est rien, une distraction, c'est rien. On en a besoin aussi parfois. Il n'y a pas que la lecture à l'intérieur de votre vie qui soit très importante pour construire et agrandir votre imaginaire, Christian Bobin. Il y a aussi la musique. Nous allons écouter Glenn Gould interpréter Bach, la partita numéro 5.
Depuis sa mort, il vit au Canada. C'est froid le Canada, c'est comme la neige, blanc, lumineux et froid. Oui, très jeune, après beaucoup de contrats signés, beaucoup de roses lancées, de visages offerts, de mains tendues, très jeune, il dit « J'arrête, j'ai affaire ailleurs, j'ai affaire avec le givre. Je vous demande de m'excuser, de ne pas trop m'en vouloir. J'ai rendez-vous au Canada avec la musique, avec la solitude de la musique, avec la solitude de la solitude. Je vous laisse. C'est mon intérêt de vous laisser et c'est aussi le vôtre. Vous m'aimez, vous me dites que vous m'aimez, mais vous ne savez trop ce que vous dites. Vous m'aimez trop. » etc., etc. C'est un de vos chapitres dans L'Homme Joie qui s'intitule Irrésistible, qui est consacré donc à Glenn Gould et à cet arrêt. Après cette carrière fulgurante, j'arrête. Pourquoi a-t-il arrêté ? Je pense que, comment dire, vous savez, on se lit soi-même à travers le livre qu'est Autrui. On se découvre soi-même dans Autrui. Et je pense que, et pour moi, il a arrêté, mais je me trompe peut-être pas beaucoup parce que je crois qu'il y a des paroles de lui qui vont dans ce sens. Comment dire, la rumeur, ce clapotement des applaudissements contrariait quelque chose pour son art, l'empêchait d'aller à l'extrémité silencieuse de son art. Il avait besoin... Peut-être ne jouait-il pas pour ces gens qui venaient l'écouter au fond. Peut-être jouait-il, allez savoir pour qui, qu'il n'aurait jamais nommé. Il a eu besoin tout d'un coup de cette perfection qu'on peut très bien habiter comme en ce moment, d'un studio. Il n'a eu besoin plus que de ça. Je suis fasciné par ces gens qui partent. Je suis fasciné ne parlons pas de Rimbaud, mais je suis fasciné par quelqu'un comme Wittgenstein, par exemple, qui va travailler comme jardinier tout d'un coup, ce génie qui va devenir plus rien, ou qui va travailler à n'être plus rien, ou par Laurence d'Arabie aussi, qui redevient simple soldat, après avoir combattu avec toutes les armées du ciel en Arabie. Je suis très touché par ces gens qui, semble-t-il, mettent quelque chose de plus grand dans leur vie que leur vie même, que leurs intérêts, que tout ce que nous amassons de fatras, de gloire, d'applaudissements, de succès, d'argent, de projets même. J'aime beaucoup cette façon animale de s'en aller, de quitter la pièce. Je trouve ça très très beau. Et le pape ? C'est pas mal ce qu'il a fait. C'est pas mal parce que ce vieil homme un peu cuit au pain des livres comme ça, cet intellectuel, on l'a assez dit que c'était quelqu'un de livre plus que d'action. Mais après tout, on pourrait dire qu'il avait le trône absolu, hein, et en descendre comme ça tranquillement. Et puis dire non, ça va maintenant, ça suffit. Voilà. Il pourrait presque dire j'ai autre chose à faire au fond. Il le dit. Donc il a autre chose à faire qu'occuper un trône, dans le trône visible du trône invisible dans les cieux. C'est assez joli. C'est assez joli ce qu'il fait là. J'écrivais des mots plus orageux que la nuit, plus sombres que la nuit, dans l'espoir de la passer, de défaire la nuit par plus de nuit. Et l'important, c'est ce que vous écrivez dans le dernier ouvrage, L'Homme Joie, mais on peut s'apercevoir tout au long de votre itinéraire d'écrivain, Christian Bobin, que la nuit est très importante. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe la nuit ? Il y a il y a un recueillement, un resserrement c'est comme deux mains qui vous resserrent le crâne comme ça, qui vous ramènent à l'essentiel. Si vous voulez, il y a dans les heures profondes, vers 3 heures du matin, qui est-ce qui est éveillé ? Il y a les souffrants dans les hôpitaux, il y a les moines au fond de leur monastère, il y a les boulangers devant leur four. Et ces trois-là ont quelque chose, ont affaire à l'essentiel, ont affaire à quelque chose d'essentiel. La nuit resserre les choses et purifie comme ça la pensée. Tout ce qui sort d'elle est curieusement lumineux. Pas de nuit, pas d'étoiles. Pas de nuit, pas d'étoiles.
À l'intérieur de votre parcours, il y a donc ces livres qui sont entre la prose, le fragment philosophique, la méditation, la poésie. Et puis il y a aussi des livres qui sont plus centrés sur une partie de notre histoire littéraire. Nous Mmh. faisions allusion à Emily Dickinson, mais il y a aussi ce magnifique livre, Les ruines du ciel, qui montre quelle a été l'importance de Port-Royal et qu'est-ce qui s'est joué à l'intérieur de Port-Royal pour la création d'une nouvelle langue. Comment alternez-vous ces livres? Les Port- livres de théoriciens de la langue. Oui, les gens de Port-Royal ont, comment dire, c'est une ruse de l'histoire. C'est une ruse de l'histoire, ce qui s'est passé avec Port-Royal. C'est un événement dont nous pouvons encore ressentir les tremblements aujourd'hui et dont nous les ressentirons encore demain. Ce qui s'est passé, on sait qu'à la froide saison, il faut tailler un rosier pour qu'il donne une flambée plus belle au printemps. Et curieusement, Louis XIV, jaloux de ces quelques abeilles comme ça, vêtues de gris, jaloux de ces solitaires, jaloux de ces gens qui ne suivaient pas le cours du monde et qui ne cédaient pas à la courbette des courtisans, qui n'en avaient pas le dos bossu, jaloux de ces âmes très hautes, Louis XIV, je résume très vite, a fait raser, a expulsé ces gens de Port-Royal, a fait raser tout. Mais j'appelle ça faire le travail du jardinier. C'est-à-dire que les boutures, les branches ont été taillées si fortement que le rosier en est splendide encore aujourd'hui. Ça a donné Pascal, ça a donné Racine, ça a donné beaucoup de choses plus secrètes encore, plus secrètes et qui continuent de courir et qui sont très très importantes pour nous aujourd'hui. Imaginons que, et c'est même à peine imaginé, remplacer Versailles par la mondialisation, par ce tournis comme ça des affaires, des contrats, de l'argent, cette vitesse électrique de l'argent, et imaginer un tout petit point de résistance, eh bien, on en est là, on peut inventer à nouveau des Port-Royal. Et chaque lecteur, à mon avis, chaque lecteur, quand il ouvre un livre et qu'il va chercher sa pitance dans un livre, est en train d'ouvrir une petite chapelle de Port-Royal. Un point de résistance, intangible, irrésistible, invincible en vérité, invincible. Alors ce livre est comme tous les autres, c'est-à-dire que c'est pas un livre unitaire, c'est pas un livre d'intellectuel, c'est pas un livre d'essayiste, c'est aussi un livre de poèmes avec des fragments. Et vous écrivez à un moment cette phrase assez stupéfiante dans donc Les ruines du ciel. Chaque fois qu'on simplifie, on attrape Dieu. Oui. Oui. Oui, j'aurais du mal à développer. Développer, c'est parfois affadir, affaiblir. Mais oui, mais j'ajoute peut-être pour préciser quand même que simplifier est une tâche de bûcheron. C'est pas la tâche d'un gentil garçon ou d'une jolie petite vieille fille quelque part dans sa province. Simplifier est un travail de titan, de bûcheron. Ça se fait à la hache. Et à la hache, on peut arriver enfin à accéder au royaume des choses très faibles, très fragiles. Quelle est la part de spiritualité à l'intérieur de votre travail? Et comment faites-vous le partage entre spiritualité et religiosité? La religiosité, poubelle. C'est la religiosité à la poubelle. La spiritualité, je vais dire que ce que je dirais de l'esprit, c'est le déchiffrement. L'esprit, je me sens, au fond, je comprends tout à fait la splendeur fourmillante du Talmud. L'esprit, c'est déchiffrer inlassablement. C'est prendre le visage qui vous fait face, c'est prendre le livre qui est en train de se réveiller entre vos mains, et c'est indéfiniment déchiffrer ce qui est en train d'arriver et qui arrive par le langage.
indéfiniment déchiffré. L'esprit est le lecteur absolu. Et la solitude, elle est nécessaire pour l'exercice de l'écriture? Oui, mais elle peut arriver en pleine foule. Elle peut arriver en pleine foule. J'ai vu, je vais le dire ici parce que peut-être que je n'aurai pas le talent de l'écrire. J'ai vu hier dans la rue, on va faire revenir Marcine Desbordes-Valmore une dernière fois. J'ai vu hier dans la rue, rue Saint-Benoît, où j'étais, j'ai vu tout d'un coup, je marchais, et j'ai vu c'est passé très vite. Il y avait un homme et une femme qui étaient appuyés contre une vitrine, c'était l'heure un peu finissante, vers 7 heures du soir, quelque chose comme ça. Et les mains, tout d'un coup, j'ai vu le geste des mains de l'homme sur cette femme, les mains sur ses épaules. Ses mains avaient une intelligence, avaient une bienveillance et une délicatesse que, mon Dieu, on pourrait rêver, dont tout le monde pourrait rêver dans cette vie. Et là, ces gens-là, ces mains-là, construisaient une solitude infranchissable. Et c'est cette solitude aussi que j'ai retrouvée avec ma petite fiancée de la Gare du Nord, avec Marceline Desbordes-Valmore. J'ai ouvert le livre et la solitude était là, alors que à gauche, à droite, devant, derrière, il y avait une foule de gens pressés, parlant, faisant la tête. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde et en vérité, il n'y avait qu'elle et moi. Et la spiritualité? La spiritualité, c'est le plus grand plaisir possible dans cette vie. C'est-à-dire, c'est pas une chose ni de contrainte, ni d'austérité même. C'est le plus grand plaisir. Quel plaisir plus grand que de trouver son nom et le nom de ce qu'on aime écrit à l'intérieur à l'intérieur du labyrinthe d'une rose, par exemple, quand vous la regardez bien, attentivement, ou quel plus grand plaisir que de voir les rides au coin d'un visage aimé souligner toute une histoire passée. Et au bout du compte, heureuse, même si déchirée. La spiritualité, c'est la pointe, la crête, la fleur de sel de cette vie. Rien de religieux. J'entends grésiller la mèche de la bougie de la Madeleine à la veilleuse dans le tableau de Georges de la Tour. Je vois les vides qu'il y a entre les hommes, plus grands que celui qui sépare une étoile d'une autre étoile. Chacun travaille à son sombre intérêt, et ceux qui n'y travaillent pas sont broyés. Voici ce que vous écrivez à propos de Bach dans L'Homme Joie, votre dernier ouvrage. On travaille tous dans notre sombre intérêt, Christian Bobin? Oui, Laura Adler, il y a... Comment faire alors pour ne pas travailler à notre sombre intérêt? Eh bien, peut-être on est allé ailleurs ce soir. On a une part de nous, si vous voulez, qui est... Parce qu'on est pressé de toutes parts, parce que les injonctions sont d'autant plus terribles qu'elles sont silencieuses et que tout apparaît normal. On a une part de nous qui œuvre pour le monde, contre nous. On a une part de nous qui joue contre nous, mais on a une autre part, je pense, qui nous sort, qui nous fait bondir, comme disait Kafka, du rang des assassins, hors du rang des assassins. C'est possible de sortir du rang des assassins. C'est très compliqué d'ailleurs cette histoire. Il est possible même que les assassins aient une part blanche aussi, et une part blanche. C'est très complexe. Nous sommes faits de beaucoup de monde, et dans ce monde, il y a aussi des gens très, très heureux, très voyants, qui tout d'un coup peuvent arriver et nous aider, qui sont en nous, qui sont nous, le meilleur. Comment vivez-vous? Et où? Dans la forêt pour l'instant, dans une forêt. Dans une forêt à quelques kilomètres du Creusot où je suis né. Et les entours sont faits de bois. C'est un endroit où il y a un microclimat, ce qu'on appelle un microclimat. Hélas, par microclimat, on peut entendre un coin béni des dieux, ensoleillé jour et nuit. Là, c'est pas le cas. Ça s'appelle la Petite Sibérie. C'est dans l'ourlet de la jupe du Morvan. Si on continue un peu plus loin, on est à Autun et le Morvan commence et la drôle d'affaire commence, la rude affaire commence. Donc c'est un terrain, une terre où il fait froid, les champs sont
sont très généreux en source, en eau, gorgée. Et puis, à l'intérieur d'une maison pas si grande que ça, il y a une petite table en bois, une rame de papier blanc, un feutre, et puis toute ma vie passée qui continue de faire comme si elle n'était pas passée, qui continue de jouer. La page blanche, c'est en quoi je résume tout d'un coup là à la maison. La page blanche, c'est presque une petite cour de maternelle. Ça fait un bruit incroyable en plein milieu de la nuit. Donc vous écrivez jour et nuit? Pas toujours. Toujours disponible. Il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit vif. Il faut que une des maladies repérables de notre époque, c'est la professionnalisation. C'est sans doute bien de connaître un métier, mais si vous ne faites ce métier que par la connaissance technique que vous en avez, vous n'irez pas très loin et vous risquez même de faire des dégâts. Il faut quelque chose de plus et d'autre. Donc, il faut que je sois vivant pour écrire. Je ne suis pas toujours vivant. Merci Christian Bobin. Merci à vous. Tous les livres de Christian Bobin sont publiés aux éditions Gallimard. Le dernier, L'Homme Joie, est publié aux éditions L'Iconoclaste. Toute l'équipe de Hors-Champ, Jean-Richard Dufour, Brigitte Bouvier, Didier Lagarde, Anne-Vanessa Prévost, Catherine Parent. Nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de France Culture. Dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.